l'art. Et là, à l'instant, vous êtes en train de penser que je vais faire une chute facile avec le 8e Salon du Livre de Monaco. Eh bien, vous avez raison. Cette 8e édition est incontestablement celle des innovations en cascade. Elles se sont imposées d'elles-mêmes et chacune dans l'écho s'est mise à rebondir. Il n'y a pas de hasard. Décidément, le chiffre 8 est le nombre de la chance, de l'intégrité et du discernement. Pour l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson et son partenaire, la Fondation SIB Benedetti, il est l'accomplissement qui se profile à l'horizon, la voie qui trace sereinement la progression. Des portes se sont ouvertes et nous saurons toujours nous montrer dignes de la confiance que l'on nous témoigne, ou mieux, nous la sublimerons. Chaque salon est particulier, mais nous désirons pour celui-ci un soupçon d'exception. Cette année, je voudrais dire un mot particulier pour un grand ami de la Principauté. Je crois qu'il est là ce matin, Patrick Poivre d'Arvor. Il est là, super. Patrick, on est particulièrement heureux de t'accueillir parce que tu es un grand ami depuis toujours de la Principauté. Je crois que ça remonte à l'enfance, si je ne me trompe pas, c'est ta grand-mère, je crois, qui était de Monaco. Donc on est particulièrement heureux de retrouver Patrick avec son talent, qu'on connaît bien, mais aussi avec son cœur monégasque rouge et blanc qu'on voit souvent, on te voit souvent à Monaco. Donc bravo à toute l'équipe et bon salon à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher Stéphane, merci à vous tous. C'est vrai que quand j'arrive ici, en général, je ne vois que des têtes sympathiques. Non pas seulement des têtes connues, mais des têtes sympathiques. Et Monsieur Poisson, je suis vraiment heureux d'être là pour milliards de raisons. Nous avons connu une souffrance commune, et c'est vrai que ça lie à vie, et me lie à vie également des souvenirs d'enfance avec Monaco, avec les rochers sur lesquels je me baignais, avec le cours de tennis sur lequel j'ai encore joué ce matin, j'ai pas pu m'empêcher, avec Francis Truqui, avec Jean-Luc Calavena, mon ami de toujours, et le bonheur de me retrouver dans ce lieu si bien fréquenté, et surtout si chaleureux, si amical. Ce petit cœur là au milieu du port, c'est magnifique. Et de penser que vous allez, en mémoire de votre fils, continuer à distribuer ces petits germes qui s'appellent la culture, qui s'appellent le bonheur, de découvrir, la curiosité, et qui donnent des livres, in fine, et qui peuvent donner des écrivains chez ceux qui vont nous lire ou qui vont venir se faire dédicacer leurs livres. Ça me rend très très heureux, parce que vous y êtes très attachés. Et Monaco, d'une manière générale, est vraiment attaché au livre. Je reconnais quelques grands écrivains locaux d'ailleurs, et ça me fait plaisir de les côtoyer. Je vous souhaite plein de bonheur et je ne vous bénis pas, puisque vous l'avez fait pour moi, mais le cœur y est.
pense que la réponse essentielle, c'est parce que le football est lié à l'enfance. Donc soit vous êtes un enfant et vous êtes de plein pied avec le football, soit vous êtes un ancien enfant et vous vivez sur ces souvenirs du football. Donc ça rassemble les générations, ça rassemble toutes les classes sociales. Et puis, il faut bien le dire, c'est le sport collectif le plus facile à pratiquer. Donc tout le monde l'a pratiqué. Vous mettez 2 pulls, ça fait des buts. Le rugby, c'est un peu plus compliqué. Le handball, c'est plus compliqué. Le basketball, c'est plus compliqué. Voilà. Donc il y a la simplicité et l'universalité. Ça doit être le seul sport pratiqué sur toute la planète. Donc c'est le seul sport qui unit tous les hommes autour de la planète. Voilà. Et j'en fais partie. Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, la plupart des hommes. La passion du théâtre m'est venue par Edmond Rostand et par Cyrano de Bergerac. Mais finalement, c'est quasiment un contemporain de Sacha Guitry. Et Sacha Guitry a ajouté ensuite la légèreté. La légèreté du regard sur la vie, sur l'amour, sur la mort. La légèreté aussi de l'écriture. L'écriture de Sacha Guitry, c'est d'abord une écriture de l'esprit. Et puis, Sacha Guitry, c'est tout un monde, d'où le titre du livre, Le monde de Sacha Guitry. C'est un monde où on croise beaucoup de cocus, mais aussi beaucoup de personnages de l'histoire. Et puis surtout, le monde de Sacha Guitry, c'est l'âme humaine. Il a exploré les invariants de l'âme humaine, le désir, la passion, la jalousie, l'envie, la tristesse. Tout cela, on le retrouve dans son œuvre. Et finalement, faire le tour du théâtre de Sacha Guitry, faire le tour du théâtre avec Sacha Guitry, c'est faire le tour de l'âme humaine et c'est un univers passionnant. Écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'écureuil et le Haut-Chêne, qui parle en fait non seulement de la déforestation, du danger de vouloir absolument couper nos forêts, mais aussi qui parle de la transmission de la mémoire des anciens. C'est l'histoire d'un petit écureuil qui vit tout en haut d'un Haut-Chêne. Le Haut-Chêne a plus de 1000 ans, il vit en Normandie. Et évidemment, il connaît toute l'histoire de France. Et il raconte l'histoire de France au petit écureuil. Et un jour, les bûcherons vont vouloir le couper pour agrandir la route. Et petit écureuil se dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elles vont partir, toutes ces histoires? Elles vont disparaître. Et alors, ils vont trouver une solution magique pour faire que les histoires restent et que l'histoire se transmette aux nouvelles générations, à la forêt entière. Et grâce à leur combat, pouvoir prouver aux hommes que cet arbre est sacré, qu'il ne faut pas le détruire et qu'il faut le conserver. Voilà. Finalement, l'écriture, c'est un peu l'inverse de la médecine. La médecine, c'est de prolonger la vie des vivants. Et pour moi, l'écriture, c'est au contraire de ressusciter les morts. Alors j'ai eu la chance de pouvoir écrire sur Stefan Zweig, sur le père de Romain Gary, sur le fils d'Edouard Einstein. Là, c'est encore un plus grand honneur et un plus grand enjeu qui était d'écrire sur mon père et en effet de ressusciter sa figure, de ressusciter son esprit et de prolonger l'espace de l'écriture et j'espère de la lecture du public, ce qu'a été sa vie et au-delà de ce qu'a été sa vie, cette relation assez privilégiée qui est à l'origine de ma vocation d'écrivain et de médecin. Au-delà de nos différences. Alors, en fait, j'ai écrit du vivant déjà de Johnny Hallyday. J'avais fait 7 livres en collaboration avec lui. Et puis, mon éditeur a voulu absolument que je refasse un livre pour raconter le Johnny Hallyday, peut-être moins traditionnel, mais souligner l'importance qu'il a eue auprès des Français, des Monégasques, des Suisses, des Allemands, des Belges, des Espagnols aussi, parce qu'il a fait un peu une carrière en Espagne et en Italie. J'ai voulu raconter, d'abord, que c'était avant tout Johnny Hallyday, souvent on s'est moqué de lui, c'est une œuvre musicale. Il y a 1350 chansons en 57 ans de carrière. Et puis j'ai souligné des événements très importants de son existence, de sa vie, pour justement montrer l'incidence qu'il a eue sur les Français. C'est-à-dire que même ces obsèques dont j'ai fait les commentaires sur TF1, comme chacun le sait, le 9 décembre 2017, ont été aussi importants en ce temps-là, on va dire, que les obsèques de Victor Hugo à ce moment-là, en 1885 par exemple. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours un par siècle, un événement, un chanteur, un artiste, un auteur, peu importe, qui devient, qui fédère en tout cas toute une nation. C'est ça ce livre en fait aujourd'hui.
Absolument, c'est tout à fait destiné aux parents pour les aider à mettre en place des activités en lien avec leurs enfants, en commun avec leurs enfants, pour développer les différents principes qui vont construire l'estime de soi de leurs enfants. Essentiellement les livres du 19e, les livres d'Alexandre Dumas, de Stendhal, de Balzac, qui parlaient de l'ambition. Et moi j'ai eu envie de raconter l'ambition, mais à l'aune du 21e siècle, et d'y mélanger à la fois le monde des médias, le monde de la politique, deux mondes qui parfois peuvent être cruels, d'où le titre « La vengeance du loup ». Alors, moi, c'est pas mon premier livre sur la principauté, parce que j'avais fait déjà une biographie de son père, le prince Régnier, et puis j'ai fait un autre ouvrage chez Gallimard. L'idée était quand même, après 10 ans de règne, de faire un peu le point sur le travail du souverain et de mettre en avant le fait qu'il avait finalement répondu aux attentes des monégasques, et en particulier qu'il avait, ce qui est rare chez un homme politique, mais un souverain est aussi un homme politique, il avait répondu justement aux attentes. Et en particulier, ses engagements, il les avait respectés. Il avait souhaité changer l'image de la principauté sur les problèmes de l'argent, sur les problèmes du blanchiment, etc. Et sa phrase était conjuguée argent et vertu. Et il avait fait, de ce point de vue-là, un formidable travail, puisque la principauté qui était sur les listes infamantes de l'OCDE, etc., est aujourd'hui un pays qui est normalisé, ce qui n'est pas le cas, par exemple, encore de la Suisse ou du Luxembourg. C'est le cas de la principauté, et ça, c'est une victoire formidable. La seconde chose, c'est qu'il fait depuis... Il avait déjà commencé avant d'être souverain. Il fait un travail de fond énorme sur le développement durable. Et ça, il est malheureusement, aujourd'hui dans le monde, le seul chef d'État à s'engager aussi profondément. Alors, parmi les livres, donc j'en ai écrit 4. Le premier est totalement autobiographique, donc j'ai juste sorti mon histoire. Mais effectivement, ensuite, j'ai mis en scène des héros. Et donc, pour passer un message, donc je transmets un moyen de s'en sortir, je montre de l'espoir, je donne de l'espoir. Et le dernier roman que j'ai écrit, donc Accorde-moi son pardon, donc traite du problème transgénérationnel. Lorsque les silences se transmettent d'une génération à l'autre, quels sont les impacts qu'ils peuvent entraîner sur les générations futures. En fait, on ne peut dissocier l'amour de la science, car l'amour est fait pour transmettre la vie, mais la science le peut aussi. Et le danger est que la science bouleverse nos rencontres. En effet, nos ordinateurs sélectionnent des ressemblances, ce qui est contraire à la rencontre naturelle basée sur le hasard. Et de là, beaucoup de transformations dans notre comportement amoureux. D'autant que la science s'associe au consumérisme pour marchandiser l'amour. Et la deuxième intervention de la science est encore beaucoup plus grave, car on est à l'ère où on modifie génétiquement les embryons pour rendre les êtres plus intelligents dans un monde de demain où une minorité auront du travail et une majorité le revenu universel. Où sera l'amour à ce moment-là entre nous? Donc c'est surtout sur ce point-là que j'insiste dans mes chroniques amoureuses qui opposent en fait l'amour à la matérialité de notre existence basée sur la consommation et la science.
Effectivement, c'est mon premier roman et l'inspiration est d'une part venue d'un lieu qui est Venise où j'ai fait un atelier d'écriture qui m'a profondément marqué et effectivement à la période d'Aqua-Alta qui est assez magique. Et cette histoire de résilience sur 3 jours, puisque c'est une femme qui revient sur les lieux de son naufrage amoureux, sa balade dans Venise, les rencontres qu'elle va faire et les enseignements sont quelque chose qui sont en partie autobiographiques parce qu'on n'écrit qu'avec ce que l'on connaît, mais je dirais que j'ai retranscrit dans cette atmosphère magique et sur une période de 3 jours. Voilà. L'objectif, c'est d'écouter avec bon sens les signaux de votre corps. Mettez-vous à table, c'est inutile de se mettre à table, de se forcer si vous n'avez pas envie. Vous savez, aujourd'hui, on ne meurt pas de faim en Europe, on ne meurt pas de carence, on meurt d'excès. 30% de calories en moins, j'ai passé 20% de vie en plus. Donc, tranquillement, écoutez déjà les signaux de votre corps avec bon sens.
C'est très chaleureux. Très accueillant. C'est vivant. Très agréable. J'ai eu le soleil, j'ai eu la bonne organisation, mais en guise de jolie fille, je suis tombé sur vous. Donc la seule déception, malheureusement, c'est vous. Malheureusement. À part ça, c'est parfait. C'est une vraie émotion à être là. Je dois reconnaître que c'est un salon très chaleureux. Le Salon du Livre de Monaco est un salon délicieux. Très chaleureux. Un très bel accueil et dans un environnement superbe. Avec un comité d'organisation absolument remarquable. J'espère être réinvitée pour un prochain ouvrage. Plutôt agréablement surpris. Il y a un vrai plaisir à être là. J'en suis très heureux. Vous savez, c'est une première pour moi, parce que je ne vais jamais dans les salons du livre. Ça fait 25 ans, j'y vais jamais. Et là, j'ai trouvé un salon formidable. Intelligent, joyeux, chaleureux, convivial. Je peux vous dire, les organisateurs, c'est des vrais pros.